Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous nous retrouvons avec Emmanuel Cerisier pour parler autour de son actualité cette fois-ci. Donc bonjour Emmanuel. Bonjour. Quand je dis actualité, effectivement, c'est actualité brûlante, là toute chaude, Oui. qui vient de sortir des presses. Oui. Donc il s'agit de la bande dessinée Le Sacré-Cœur de Montmartre, en collaboration avec Jean-François Vivier, aux éditions Artege. Voilà, oui, deuxième album paru chez eux, après Madame Elisabeth de France. Donc Le Sacré-Cœur, l'histoire de la construction du Sacré-Cœur de Montmartre, avec Jean-François Vivier. Jean-François qui travaille beaucoup avec Artege, qui est responsable de collection chez eux aussi. D'accord. Donc, comme vous nous le disiez en début de semaine, les éditions Artege sont un petit peu spécialisées dans les des personnalités catholiques. Oui, voilà, ils publient beaucoup de choses sur les grands personnages de l'Église catholique, les saints, des personnages historiques aussi, qui ont été très pieux ou d'autres. Donc, effectivement, ils ont un lectorat assez ciblé, en fait. Et donc là, c'est une commande, Le Sacré-Cœur de Montmartre ? Oui, là aussi, en fait. Donc Jean-François m'avait déjà remarqué, entre guillemets, je crois que c'était via Facebook, il a dû voir mon travail. Donc il s'était occupé de chapeauter un peu le projet Madame Elisabeth. Et là, il est scénariste aussi, donc... il a fait appel à moi et il m'a appelé, il m'a dit cette fois-ci, est-ce que tu veux travailler pour moi et je te préviens, faut aimer faire des dessins d'architecture. Est-ce que ça te fait pas peur ? C'était un peu comme ça qu'il m'avait présenté les choses. C'est l'histoire de la construction du Sacré-Cœur. Alors effectivement, donc ça a duré très longtemps cette construction et donc ça a traversé plein de périodes historiques mouvementées, intéressantes. Donc je me disais, moi je vais effectivement ça ne me fait pas peur d'illustrer, de dessiner des bâtiments, même si le Sacré-Cœur est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de formes rondes, les coupoles et tout ça, les dômes, c'est pas évident. C'est assez vite casse-gueule, en fait, en termes de perspective, de proportion. Mais il y aura tout de même pas que ça. On va aussi découvrir une partie de l'histoire de France. Donc, comme ça s'était bien passé pour l'album Madame Elisabeth, qui avait un confort de travail aussi intéressant avec Jean-François, donc on s'est lancé dans l'aventure. Ça a eu du mal à démarrer parce que en fait, les gens du Sacré-Cœur sont impliqués dans ce projet, les gens de la basilique. D'ailleurs, il y a une préface du nouveau recteur au début de l'album. Donc il faut des autorisations de plein de personnes, voilà, ça remonte des échelons, donc ça remonte et ça redescend et ça met du temps. Et donc on a démarré avec quelques mois de retard, et le problème c'était que cet album, il fallait qu'il sorte à une date anniversaire. En fait, c'était les 100 ans de la consécration de la basilique. Donc on était un peu pris par le temps, et je me souviens, donc le printemps dernier, une bonne partie de l'été dernier, fallait enchaîner les planches. C'était un rythme très soutenu. Mais on a réussi. Et puis, alors, c'est vrai que vous avez été gâtés, là, entre les mouvements de foule, les décors, les vitraux, à la fin, et puis les différents projets, parce que oui, il y a cette planche-là. Effectivement, il y a eu, quand il a été décidé finalement de construire ce monument, voilà. Il y a eu un appel à projet. Oui, c'est ça. 78 participants. Bon, on vous a fait la grâce de ne pas présenter, mais on vous a quand même demandé d'en présenter quelques-uns. Oui, alors, il y a une double page effectivement dans l'album où apparaît les différents projets. Alors on a beaucoup travaillé. Il y a plein de documentation autour de la construction du Sacré-Cœur. On a des photos anciennes, on a aussi des gravures. Donc, pour les différents projets, il y a des documents, il y a des gravures d'époque. Donc là, je ne pouvais pas faire n'importe quoi, effectivement. Donc, je me référais à ces gravures. Et après, il fallait
les replacer sur une double page complète où on voit donc les projets sur une grande table. Notamment le projet donc, du vainqueur Paul Abadie. Mais effectivement, quand Jean-François, le scénariste, a eu l'idée, il m'a dit on va faire une grande double page magnifique avec les projets, les différents projets, donc certains étaient quand même assez impressionnants. Hein. Ah bah, en détail, voilà, ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit bon, accroche-toi, il va falloir être bon là et être patient. Et bon voilà, voilà, c'est fait, hein, on a réussi. Hein. Alors, il y a le projet de Monsieur Magne qu'on voit. Je trouve qu'il s'inspire beaucoup de Notre-Dame. Oui, et d'ailleurs, cet architecte a travaillé sur la construction du Sacré-Cœur, parce que Abadie est mort à un moment, en cours, et donc il a fallu le remplacer. Donc il y a eu un autre architecte qui a suivi, je n'ai plus le nom en tête hélas, qui n'est pas resté très longtemps parce qu'il y avait des divergences donc avec les commanditaires. Et après, Monsieur Domet, non ? C'est pas Monsieur Domet ? C'est quelque chose comme ça, ouais. Je revois la planche, et c'est le nom qui m'échappe, désolé. Et après lui, donc il y a eu une équipe, voilà, dont Magne, qui est réapparu et qui est venu sur le projet. Voilà, on voit là. Voilà, le nouvel architecte Domet, Bravo, Honoré Domet. C'est ça. Parce que ça me faisait penser à Daumier, le caricaturiste. Donc, non, c'est vrai que lui, il ressemble un petit peu, le projet ressemble un peu à Notre-Dame. Il y avait des choses qui n'avaient rien à voir à ce qu'on a avec le Sacré-Cœur aujourd'hui. Quoi, hein. Il y en a un autre qui ressemble au Taj Mahal. Moi, il me fait penser au Taj Mahal indien. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que... Abadie avait travaillé sur la basilique, est-ce que c'est une basilique ? Bonne question, mais de Périgueux. Là où la cathédrale de Périgueux, je ne sais plus, excusez-moi. Et effectivement, vous allez à Périgueux, vous voyez ça. Ça me fait penser quand même au Sacré-Cœur. Il avait un style romano-byzantin. Voilà, c'est le terme qu'on emploie, qui est très reconnaissable. Mais alors, les projets, c'est du détail. Je pense que ça a dû vous demander quand même quelques temps, quelques heures. Bon, j'avoue, ce n'étaient pas les planches que j'ai préféré faire. Parce que là, c'est vraiment... c'est que de l'architecture, c'est que des bâtiments. Il faut que ça soit très fidèle. Donc, il faut une certaine patience, effectivement. Donc, j'étais content quand cette page a été terminée. Ouais. Bon, après, vous avez eu les mouvements de foule. Oui, forcément, parce que autour de ce Sacré-Cœur, il y a des mouvements de foule, l'inauguration, même la première pose de la pierre, la pose de la première pierre, pardon. Donc, en 1875, voilà, c'est une scène de foule, où il y a toutes les huiles du pouvoir, les évêques, les membres du gouvernement qui sont présents, et une foule aussi qui était là. Donc il a fallu, Jean-François voulait une très grande case sur cette page-là qui restitue cette scène dont je me suis fortement inspiré je me suis inspiré d'une gravure qui existe. Je crois que c'est une gravure à l'époque. Donc là, j'ai pas inventé grand-chose. J'ai essayé d'être assez fidèle, mais qui m'a demandé beaucoup de temps. Ouais. Parce que de même que le scénariste ne peut pas se permettre de faire d'erreurs, c'est aussi valable pour l'illustrateur. Ah bah oui, là, effectivement, parce que il y a l'intérieur de la basilique et la coupole, la mosaïque, pardon. Effectivement, là, les gens, ils l'ont sous les yeux. La bande dessinée est en vente à la basilique, donc ils peuvent vérifier. Alors, on peut se permettre de ne pas rentrer dans les détails les plus précis quand même, parce que là, vous êtes sur un format bande dessinée avec des cases. Mais bon, quand même, il faut que la plupart des éléments y soient. Jean-François y tenait beaucoup. Il y a eu quand même pas mal d'allers-retours sur ces pages-là où il me disait, le personnage, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il manque celui-ci ou celui-là. Ça a été dur, les mosaïques, ça a dû quand même demander quelques temps. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ces dernières pages où on rentre dans les détails de ce qui apparaît sur la mosaïque sont complexes. Donc vous étiez tranquille en termes d'architecture, après on vous a fait rentrer dans la basilique et reproduire les mosaïques. Oui, quoi. C'est ça. Combien de mois de travail sur une bande dessinée comme celle-ci ? C'était assez... Finalement, pas tant que ça. Je pense qu'on a dû commencer en mars. Et ça a dû être fini... il y a peut-être des retouches début septembre, un truc comme ça, quoi.
Mais normalement, on aurait dû avoir 2-3 mois de plus. Et effectivement, il y a eu un certain abattage, on va dire. Il a fallu aller vite. J'ai dû mettre de côté d'autres projets qu'on me proposait par ailleurs. Oui, c'est un parce que travail ça me prenait trop de temps. Ouais, à un moment, c'est devenu un travail à temps plein. Alors moi, je travaille pas mal d'éditeurs différents. Je travaille pour une agence d'illustrateurs en Angleterre aussi, qui me propose des choses complètement différentes. Donc j'ai réussi à m'arranger avec eux pour me dire, bon là, pas cette fois-ci, je passe mon tour. Ça s'est bien passé, ils sont revenus après. Mais le Sacré-Cœur là, me demandait beaucoup trop de temps et on voulait vraiment le sortir là à l'automne. C'était obligé. Là. Donc, oui, pour l'anniversaire. Voilà, de la consécration. Ouais. Donc, alors ça c'est pour le côté dessin, mais c'est pareil, c'est un travail en termes de documentation. Il y a beaucoup de dates, beaucoup de personnages, parce que c'est vrai que cette construction, elle s'est étalée quand même sur des années. Oui. Les évêques qui étaient au départ du projet le sont plus forcément à la fin. Bah, c'est ça. Donc, et à chaque fois, ça a demandé un travail en amont, j'imagine, assez important. Quoi. Ah oui, Jean-François a fait une recherche de documentation impressionnante. Il est allé aux archives, il a retrouvé des vieilles photos, il a été beaucoup en contact avec les gens de la basilique. Donc effectivement, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de cartouches informatives. Alors ce ne sont pas les bulles classiques, il y a des bulles parce qu'il y a des échanges entre les personnages de la bande dessinée. C'est une bande dessinée, mais vous verrez, il y a beaucoup de cartouches en haut des cases qui donnent des informations, des dates qui nous font avancer dans le projet, dans l'histoire. Comme vous disiez, il y a beaucoup de personnages qui succèdent, il y a des papes qui succèdent, il y a des évêques, et puis même les personnages, les deux, donc on va dire, initiateurs du projet, que je vais citer, Alexandre le Gentil et Hubert Rowe de Fleury, j'ai du mal toujours avec lui, donc n'ont pas vu le Sacré-Cœur terminé. Donc voilà, c'est sur une longue période. Eux, ils ont eu un peu l'idée de lancer ce projet au lendemain de la guerre contre les Prussiens et de la défaite à Sedan en 1870. Et vous voyez, la cathédrale, la basilique a été consacrée en 1919. Donc. Et il y a encore eu après des travaux, notamment sur la mosaïque, l'intérieur, la décoration intérieure. Oui, jusque je crois dans que les années 30. J'allais dire ça, 25-30, ça s'est terminé. Quoi. Oui, jusque dans les années 30 finalement. Voilà, ouais, donc parce que c'était un projet... Alors, ce qui est bien expliqué d'ailleurs dans la bande dessinée, c'est que ce projet quand même qui a coûté des millions de francs. Oui, 40 millions, ouais. Au lieu de 7 au départ. Oui, c'est ça. Comme d'hab. Il y a eu... alors celui qui a initié le projet, il s'est un peu trompé dans les chiffres. Mais il n'a, à aucun moment, ce bâtiment n'a été construit avec un centime public, quoi. Non, c'est ça, on l'apprend effectivement. Ils ont lancé une souscription, c'était des dons après. Donc, c'est juste... Tout le monde pouvait donner, souscrire à ce projet, des plus modestes aux plus fortunés, effectivement. Toutes les strates de la population pouvaient participer à ce projet, mais il y a aussi des associations, il y a même eu une partie de l'armée, des institutions. Des institutions, voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on est 1870, la France est encore très catholique et il n'y a pas encore eu la séparation de l'Église et de l'État, enfin, les mouvements anticléricaux qu'on peut voir au début du XXe. Donc la France est encore très catholique. Oui, c'est un projet qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc à l'époque, l'Assemblée nationale, donc ça s'est voté, mais le vote est largement en faveur de la construction, parce que la plupart des députés sont des catholiques. Après, il y a une remise en cause, effectivement, au début, avec une assemblée plus à gauche au début du siècle, mais ils ne reviennent pas en arrière, en fait. En fait, comme il y a eu une souscription et que donc la basilique... Le projet est lancé. Pour résumer, il aurait fallu que le gouvernement rembourse en fait, indemnise tous les souscripteurs. Voilà, pour pouvoir récupérer donc le terrain, quoi. Là, c'était un casse-tête. Donc là, c'était une fortune, c'était pas possible. Et c'était Clémenceau, je crois, qui était à la tête. Anticlérical, on connaît effectivement, qui était, on le voit dans la bande dessinée à la tribune de l'Assemblée, qui
qui n'a d'ailleurs, alors qu'il est au gouvernement, n'a pas assisté donc à l'inauguration, à la consécration de la basilique. Mais voilà, ça n'a pas empêché, le projet s'est poursuivi. C'était pas gagné d'avance quand même. Non, bien sûr, c'était pas gagné, effectivement. Alors, il y a un terme qui revient du début à la fin, c'est le terme d'intuition. Oui, alors moi aussi j'ai découvert ce terme, l'intuition. Alors, est-ce que c'est l'idée, quoi, enfin... C'est ça, c'est l'intuition d'Alexandre Le Gentil et Hubert de Fleury. Là, c'est l'idée. Alors, qui étaient eux, pour parler un petit peu d'eux, qui étaient deux beaux-frères, hein, et qui, à la suite de la défaite en 1070, ont quitté Paris et sont allés du côté de Poitiers s'installer brièvement. Et à ce moment-là, ces deux messieurs étaient de fervents catholiques, adhéraient à des associations catholiques. L'un d'eux, je crois que c'est Alexandre Gentil, était au Petit Frère des Pauvres, il me semble. On le dit dans la bande dessinée. Oui, il y en a et donc, qui étaient dominicains même aussi. Voilà, et voyant effectivement l'état de la France, c'est-à-dire que donc elle avait subi une défaite. Et donc, il pensait aussi que il fallait pardonner à Jésus ce que la France était devenue, à Dieu ce que la France est devenue. Donc elle en était réparation, de délabrement moral, elle était morale, voilà, politique, même économique. Donc en réparation, il fallait construire une œuvre architecturale digne. À la gloire du Sacré-Cœur. À la gloire du Sacré-Cœur, donc, et développer, donc là, c'était plus la partie spirituelle du projet, la dévotion au Sacré-Cœur. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes qui nous écoutent, pas toutes. Donc voilà, c'est pour ça que le Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il y a une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, à Montmartre, à la basilique, avec aussi l'idée d'en faire un lieu de pèlerinage, donc d'où le terme de basilique. Et aujourd'hui encore, dans les derniers mois, pas vraiment, mais donc il y a des pèlerins, des pèlerinages organisés donc au Sacré-Cœur, et le Sacré-Cœur a été bâti aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est une vaste église où on peut déambuler. Ce n'est pas seulement comme nos églises classiques dans nos villages où vous avez donc le transept, tout ça, et donc là il y a le déambulatoire en fait, où on peut parcourir comme ça le lieu. C'est vrai qu'au départ, toute la différence entre l'église et la basilique, ce n'était qu'une église au départ. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le scénario, il parle de l'église de Montmartre, et à aucun moment il ne commence à parler de basilique que le jour où elle est consacrée basilique. C'est ça, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Le jour où elle est consacrée, c'est ça. Et alors, c'est dans cette bande dessinée, donc il y a effectivement, elle se passe sur plusieurs dizaines d'années, avec toutes les péripéties qui peut avoir durant toutes ces années. Et alors, il y a des anecdotes qui sont vraiment très étonnantes, qu'on n'imagine pas. Il s'attarde beaucoup sur la construction de la cloche. Ah oui, c'est vrai. La fameuse. Et plusieurs planches, la savoyarde. La fameuse savoyarde. Et si on ne connaît pas Montmartre, c'est vrai que si on ne connaît pas la basilique et tout ce qu'il y a, parce qu'elle est quand même née d'une controverse aussi, c'est à la suite de la Commune, là où il y avait les canons. Oui, c'est ça, c'était le lieu, effectivement. Où il y avait les fameux canons. C'était controversé, oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette bande dessinée, vraiment, elle a traversé plein d'aléas, et effectivement, déjà, rien que le site a été choisi, mais c'était très complexe au niveau technique, architectural, parce qu'en gros, pour résumer, on construisait un énorme bâtiment qui allait s'enfoncer, quoi. C'était un terrain qui était fragile, glaise, voilà, c'est ça, sablonneux, glaise. Donc ils ont été obligés de couler des piliers de béton de 40 mètres sous terre pour pouvoir soutenir... Alors, il y a eu la crypte, et puis après la basilique par-dessus. Donc la crypte aussi aide à soutenir la basilique au-dessus, quoi. Donc tout ça, c'était une aventure architecturale étonnante, et ce qui expliquait aussi le coût à l'arrivée quand même.
Et après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Désolé de le dire. En fait, si vous souhaitez en savoir vraiment, enfin connaître les détails, les péripéties. On parlait de la cloche, voilà. Voilà, ça, de la fameuse cloche que l'on gardera pour demain. D'accord, on reviendra demain. Mais c'est vrai que c'est donc bande dessinée Le Sacré-Cœur de Montmartre, édité chez Artege, en collaboration avec Jean-François Vivier. Donc si vous voulez en savoir plus sur la naissance, la construction et toutes les péripéties qui ont jalonné la construction de ce monument oui, quand les gens, le plus visité de France. Les lecteurs retourneront à Paris, quand ils pourront, ils ne le regarderont pas de la même façon. Et effectivement, on ne le verra pas du tout de la même façon. Moi, je crois aussi, pour ma part, je le verrai différemment. Ouais. Donc voilà, on se retrouve demain pour parler encore un petit peu du Sacré-Cœur, parce qu'il y avait deux petites choses à redire. Et puis, on clôturera la semaine avec un travail un petit peu différent de ce que peut faire aussi un illustrateur. Pas de problème. À demain. À demain. Emmanuel Cerisier et Jean-François Vivier, Le Sacré-Cœur de Montmartre. Bonjour, monsieur Abadi. Toujours content de l'avancement des travaux ? L'achèvement des piliers de soutènement va nous permettre de débuter la construction de la crypte. Il paraît que vous souhaitiez utiliser de la pierre de soupe. Oui, pour l'extérieur, car cette pierre a la particularité de durcir et de blanchir au contact de l'air. C'est d'ailleurs cette pierre qui a servi à l'édification de l'Arc de Triomphe au début du siècle. Ah ? Je l'ignorais. 1883, la crypte est achevée. Quel travail ! Mais tandis que les travaux prenaient enfin vraiment forme, un événement avait failli tout arrêter en 1882. En effet, la majorité politique avait changé de bord. L'Assemblée nationale était désormais nettement anticléricale. Le groupe parlementaire des radicaux l'était particulièrement, et parmi eux, le député Georges Clemenceau, le futur père de la Victoire, était l'un des plus virulents. La loi de 1873 est odieuse. Elle condamne à demander pardon à l'Église de nos luttes sans trêve pour faire prévaloir contre elle les principes de liberté, d'égalité, de solidarité qui sont ceux de la Révolution. Si vous votez favorablement cette proposition de loi, la décision nécessitera une indemnisation d'environ 15 millions de francs qui furent versés par 3,5 millions de souscripteurs. Le débat fut houleux. Il n'est pas admissible que les actes législatifs d'une assemblée souveraine cessent d'être valables au gré des partis. Je voudrais rappeler à cette assemblée que l'archevêque de Paris est le propriétaire légitime du bâtiment. Puis vint l'heure du vote. La Chambre a voté positivement la proposition de loi relative à l'abrogation de la loi de 1873. Mais ce fut en réalité qu'une simple manifestation hostile qui n'eut pas de conséquences sur la suite des travaux. Pour montrer que le projet n'était en rien anti-républicain, comme le laissaient entendre ses détracteurs, Monseigneur Guibert demanda que désormais l'on pavoise les échafaudages de drapeaux tricolores pour le 14 juillet. En 1884, le pourtour du chœur fut terminé et l'on put y installer un autel provisoire. Ce fut l'année du décès de Paul Abadie. Pour poursuivre l'œuvre de notre architecte trop tôt disparu, nous avons choisi M. Honoré Daumet. Mais le nouvel architecte avait des velléités d'indépendance et souhaitait modifier assez profondément le projet. Il s'opposa au comité chargé du suivi de la construction et jeta l'éponge dès 1886. Il ne faudra pas moins de 4 autres architectes pour terminer le Sacré-Cœur. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.